justice qui ne se justifierait pas. De Prévan Gomo. Oui, je voudrais réagir par rapport à cette interrogation que vous soulevez, parce qu'elle est très importante. Effectivement, nous sommes en train d'initier un projet culturel qui a vocation à rassembler les différents écans de la CEMAC. Il faut donc édifier les esprits sur le lien qui pourrait établir entre cette démarche communautaire avec le concept de repli identitaire, d'accord, que vous avez soulevé, qui, il faut le dire, relève plus de la réalité politique gabonaise, n'est-ce pas? Alors, je vais, pour répondre, pour apporter des explications, réagir sur deux volets. Un volet qui donne un volet à caractère national et puis un volet sous-régional. Sur le plan national, il faut rassurer en disant que on peut concevoir la nation d'un pays comme un arbre. C'est l'allégorie de l'arbre national. Un arbre dont les multiples racines seraient les différentes ethnies d'un pays. Chacune des racines a son cheminement. D'accord? Essaie de puiser la sève dans la terre nourricière. Il y a beaucoup de racines. Et d'ailleurs, plus un arbre a de racines, et plus il est stable. Plus elle s'enfonce, et plus l'arbre garde vraiment sa stabilité. Donc, ces racines ont besoin de se connaître elles-mêmes. Une racine doit mener son cheminement. Elles ont besoin de savoir qui elle est. C'est donc l'ethnie, en fait, quand je parle de racine maintenant. Qui elle est, d'accord? Pour que, se connaissant mieux, elle puisse se présenter à elle-même d'abord, et ensuite se présenter aux autres. C'est en présenter aux autres, peut-être qu'on la comprend mieux. Et si on la comprend mieux, alors on peut ensemble maintenant bâtir le tronc. Et quand on sort de la terre, vous avez le tronc de l'arbre qui s'élève majestueusement, mais ce tronc peut correspondre à la fusion de ces racines, donc à la communion de ces ethnies. Qui? Parce qu'elles maintenant partagent un dialogue permanent, interculturel, d'accord, peuvent bâtir cette nation, mais sans coercition, avec la volonté, dans le respect mutuel. Et au final, à la cime de l'arbre, vous avez les branches, vous avez les feuillages, vous avez les fruits qui sont la richesse nationale. Un arbre, c'est cet ensemble qui tient par ses racines, son tronc et ses branches. Mais ce qui a l'air libre, c'est le monde. Le monde voit la nation gabonaise. Le monde ne voit pas les racines. Mais il nous faut bien implanter les racines pour que l'arbre du Gabon tienne debout. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train, pour la part des écans, nous sommes en train de vouloir renforcer la racine des écans pour que nous puissions avoir de très bons fruits. J'étais très fier pour ma part, hein, et avec moi beaucoup de Gabonais, et d'ailleurs le président de la République a salué cet exploit lorsque Anthony Obam, qui en passant est mon frère de Bitam, a remporté la Coupe du monde de taekwondo. J'ai été également fier quand ma sœur Rudy Zamilan de Bitam a remporté également le championnat des 100 mètres athlétisme africain. Donc, sur le plan international, l'arbre, les feuillages, c'est le Gabon qui est honoré. Mais nous savons que la racine écan qui a puisé la sève, c'est cette racine-là qui a permis justement de nous produire ces éléments de qualité. Nous voulons qu'il y ait davantage d'éléments qui fassent des choses. Comme nous avions été fiers lorsque Aubameyang a remporté la Coupe de Amérique. la Ligue. Bien sûr, bien sûr. Non, nous sommes ici, nous sommes des écans. Donc, nous faisons bien entendu la promotion des écans. Mais il faut que les autres peuples du Gabon, sans honte, qui n'aient pas l'impression que nous sommes en train de vouloir en faire trop, viennent aussi valoriser. C'est cela. Regardez. Nous avons combien d'ethnies au Gabon? Plus de 40. Une diversité, une richesse extraordinaire. Nous avons combien de grands événements culturels pour rassembler ces différents peuples, pour qu'ils communient ensemble? Presque rien. Donc, on parle de la richesse du Gabon, c'est vrai. On parle après de repli identitaire, mais concrètement sur le terrain, qu'est-ce que nous faisons pour que ces peuples-là communiquent entre eux? Le père Paul Mabusolo avait proposé la fête des cultures. Et il disait que c'était dans un esprit convivial. C'est vrai que c'était sa stratégie politique, mais sur le plan culturel, il avait vu le fait que c'est quand les ethnies vont discuter entre elles, de manière délibérée, volontaire, dans un respect mutuel, qu'elles vont se comprendre. Mais si les ethnies sont juxtaposées, vivent juste à côté l'une de l'autre, sans se connaître, eh bien on peut craindre un jour qu'elles s'affrontent, à cause simplement du fait que politiquement, elles ne sont pas d'accord. Or, nous voulons, avec la culture, parce que la culture rassemble, la musique rassemble les gens. Moi, j'aime bien Pierre Akedengue, j'aime beaucoup Annie Flore Bachilili,
même si je ne comprends pas ce qu'ils disent, mais rien que le son de la voix ou bien la mélodie me plaît. D'accord? J'aime aussi le Mvoroyom. Mais sur la culture, nous avons des affinités. Mais c'est sur le plan politique que nous ne sommes pas d'accord. Peut-être parce que nous ne partageons pas la même vision du pouvoir, la même gestion de la cité. Discutons ensemble et le festival et la Rayon Ekan que nous voulons organiser va nous présenter, nous les Ekans, comment nous sommes, comment nous consommons le pouvoir, comment nous consommons celui qui doit gérer, d'accord, la maison, comment nous consommons l'opposition à sa gestion. D'accord? Parce que s'il n'y a pas de chef, c'est qu'on accepte l'opposition. Dans le Mvoroyom, d'accord, Akomamba est le chef d'Engon, mais on accepte qu'Akomamba soit contesté. C'est accepté dans la tradition Ekan. Le chef ne peut pas parler et puis tout le monde se tait. D'accord. Alors, donc, ce festival qui pourrait être organisé au mois de décembre prochain dans 2 villes du Cameroun, c'est Yaoundé et Kiossi, la ville des 3 frontières. Ça a été bien pensé de délocaliser ce festival du côté de cette ville des 3 frontières. C'est symbolique, ça. Oui, il y a en fait dans ce choix-là 2 aspects fondamentaux. Le premier aspect, c'est que la capitale, d'accord, Yaoundé. Yaoundé, c'est en fait Yehondo. C'est le lieu où habitaient les Ewondo. Les Ewondo sont un peuple, d'accord, et quand ils descendent de Beti. Donc Beti a fait un homme qui s'appelait Kolobeti, et Kolobeti a fait Ewondo. Donc Ewondo, Kolobeti, Benanga. Donc les Ewondo, c'est dans leur cité, c'est dans leur ville que la capitale s'est construite. La colonisation allemande s'est imposée, et Yaoundé, c'est comme ça que les Allemands disent Ewondo. Yaoundé a donné Yaoundé. Donc on a pensé qu'il serait bien de faire, d'accord, le festival dans une ville, une capitale, d'accord, qui soit une capitale Ekan. Et c'est le cas avec Yaoundé. Mais nous sommes encore sous, j'allais dire, le tribut des visas. Hein, parce qu'on continue encore à payer les visas. Les chefs d'État ont pris une très bonne décision, j'espère qu'elle sera appliquée, de supprimer les visas à partir de 2014. Donc, comme pour l'instant, en 2013, les visas sont encore d'actualité, eh bien, nous avons pensé, et c'est le deuxième aspect, que ce serait bien que dans une ville comme Kiossi, où les Équato-Guinéens, les Gabonais, pour ne citer que, peuvent y arriver sans visa, on pourrait organiser là des festivités populaires. Voilà pourquoi on a pensé qu'au niveau de Yaoundé, il y aura donc certaines activités. Si je peux décliner, si j'ai le temps de les décliner, je le fais maintenant. Il y a le mini-colloque que l'on va faire, conférence débat sur nos origines, et bien entendu sur le caractère d'intégration culturelle. Et puis il y aura la visite du musée Ekan, qui existe au quartier Fouda, et puis le concert de clôture, le concert d'ouverture, pardon, avec Salignolo, la marraine. Et puis à Kiossi, on aura donc exposition de stands de nourriture. Donc on va manger les mets d'avant, les plats d'avant, que nos jeunes filles ne savent plus faire. On va revoir les danses d'avant, les danses aux Zila, les danses à Komamba, les danses Mokom. Tous ces danses, on va pouvoir les revoir. Il y aura bien entendu les compteurs de Mvoroyom qui sont en train de disparaître. Aujourd'hui, pour tout le Gabon, on ne compte plus de 5 compteurs. Alors qu'avant, dans les années 50, pour chaque village, on avait peut-être 2. Je poursuis avec vous avant de revenir du côté de Jonathan Toutoum. Vous étiez en train de décliner quelques actions fortes sur le plan événementiel qui seront organisées lors de ce festival culturel et la Rayon Ekan. Il y a également des projets structurants. Vous parlez de l'Académie de la langue Ati ou Ekan, de la mise en place d'un complexe culturel Ekan, d'un vétorium. Oui, ce sont des projets. C'est-à-dire, il y a des projets qui ont un caractère événementiel. Le festival, c'est un événement. Il va se passer et il va disparaître. Il va laisser l'émotion, le sentiment et peut-être le bien-être d'avoir été de la partie. Mais derrière, il nous faut faire un travail sérieux, car nous voulons, au-delà du festival, préserver la tradition. Il faut que nos langues s'écrivent. Cheikh Anta Diop a fait la démonstration que les langues africaines sont tout aussi scientifiques que les autres. Donc le complexe de penser que les langues vernaculaires ne servent à rien est un complexe qu'il faut bannir. Nous pouvons avoir un alphabet de la langue Ati, qui est la langue en fait primitive des Ekans. Et cet alphabet-là va nous permettre d'avoir... Elle se parle encore? Oui, elle se parle de l'autre côté du fleuve qu'on a traversé. C'est-à-dire qu'il y a un fleuve qu'on a traversé. Ceux qui sont restés, on les appelle les Osananga. Donc, ils parlent encore l'Ati. Et ceux qui sont passés de l'autre côté ont eu donc leur langue Ati qui a eu des déclinaisons linguistiques. Le Boulou, le Wondo, le Ntumu, le Kak, ce ne sont que des dérivations, d'accord, des déclinaisons. La langue de base primitive, on l'appelle la Ti. La Ti. Ça n'a rien à voir avec le fond parlé là qu'on entend. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, si un Ati parle, d'accord, on aura beaucoup de mal à le comprendre. Par exemple, quand un Etone parle, moi j'ai du mal à le comprendre. Mais nous pouvons nous retrouver au moins sur les graphèmes, la manière d'écrire l'alphabet, ça c'est possible.
même si après, dans la prononciation, on ne se retrouve pas. Donc, il faut faire justement cette académie de la langue pour pouvoir formaliser, d'accord, notre langue vernaculaire. Et quand nous aurons formalisé à travers l'Académie des langues vernaculaires, d'accord, nos langues, eh bien, nous pourrons traduire des grands classiques. On peut traduire, par exemple, les travaux de Cheikh Anta Diop. On peut traduire les poèmes d'Aimé Césaire. On peut traduire la relativité d'Einstein. Donc, il faut que nos langues deviennent des langues formelles, formalisées. Ça fait partie des projets que nous avons l'intention d'initier à la suite. Ce sont des projets structurants. Et il faut aussi un complexe qui va conserver nos traditions. Alors, moi, je porte cette critique et j'assume ma position. C'est une position intellectuelle. Je considère qu'il n'y a pas une véritable politique culturelle dans mon pays. Et je le dis froidement. Parce que si nous voulons avoir une politique culturelle, nous devons non seulement aller dans cette direction de formaliser nos traditions, formaliser nos langues pour qu'elles ne se perdent pas, mais nous ferons aussi la construction de bâtiments importants, qui seront donc les sanctuaires de cette tradition. Pourquoi, par exemple, ne pas désigner des capitales culturelles dans nos pays? Et dans ces capitales culturelles, nous aurons justement ces bâtiments qui vont être le réceptacle des traditions. Je vous donne un exemple. Prenez le Wallentem et puis le Guevindo. Vous en faites une région, la région culturelle par exemple du nord-est. Et vous décidez que Boué ou Makokou sera la capitale culturelle de cette région. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que dans la ville de Boué, on pourrait avoir donc un musée, un complexe, où les traditions qui se retrouvent dans cette région-là seront valorisées. Et on pourrait faire la même chose dans les autres régions du Gabon. Donc, une décentralisation du musée national où, pour les raisons d'équité ethnique, s'il y a un masque fan, il faut un masque pour nous, il faut un masque batéké, parce qu'on gère les sensibilités. C'est vrai. Mais il y a certains peuples qui ont eu une richesse dans l'art statuaire. D'autres peut-être dans l'art du masque. D'autres dans la vannerie. On ne va pas demander, au nom d'une égalité des ethnies dans un musée, d'avoir le même nombre d'objets pour chaque ethnie. Si, au contraire, nous décentralisons, eh bien, dans le sud du Gabon, s'il y a un grand musée, un grand complexe culturel, eh bien, les traditions, pour nous, seront là-bas représentées. Et donc, si moi, je suis un Toumou et que je m'intéresse donc à la tradition pour nous, je descends dans le sud. On divise en 5, par exemple, ce musée, et ça nous permet d'augmenter la puissance de conservation de nos traditions. Ce n'est qu'un aspect. Il y a d'autres aspects, des conférences culturelles. On pourrait avoir des encyclopédies de comment se passent les mariages chez nous, chez les Apinji, chez les Baouins, chez les Ndoumou, chez les Téké. On a donc cette encyclopédie qui nous montre exactement les procédés. Et nous cherchons les points communs. Et ce sont ces points communs sur lesquels, par exemple, les législateurs peuvent se prononcer pour arrêter un type de mariage traditionnel. Jonathan Tuntum, on peut également faire le constat qu'il n'y a certainement aucune vision hégémonique par rapport à la mise en place de ce festival culturel et la Rayon et quand on sort des frontières de la sous-région Afrique centrale et même de l'Afrique, quand on va en Occident, si on prend le cas de la Belgique qui a fait l'actualité il y a 2 ans de cela, entre ces disputes à répétition entre Wallons et Flamands, le souci de préserver sa langue, ça a été bien sûr le souhait des Flamands qui c'est la Belgique rattachée, plus ou moins pas rattachée, mais bon, la Belgique qui a une histoire avec les Pays-Bas, alors que la Wallonie est francophone. Donc, on voit que même en Occident, ces questions culturelles, de tradition anthropologique se posent également avec acuité. Les peuples ont toujours eu ou manifestent cette envie de préserver ce qu'ils ont de plus cher. C'est exact. Vous savez que l'essence véritable d'un être humain est déjà sa culture. Donc, un homme, c'est un de vos confrères qui le dit souvent dans une chaîne bien connue qu'un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Ceci pour dire qu'un peuple sans culture, c'est un peuple qui n'a plus d'essence véritable en tant que tel, en tant que peuple. Parce que ce qui détermine même un peuple, c'est donc son patrimoine culturel. C'est ce qui nous identifie et c'est ce qui nous différencie à d'autres peuples. On sait que l'élément
culturel, enfin l'élément linguistique culturel des Français, parce que les uns parlent gaule, d'autres parlent franc, d'autres parlent François Bayrou, il parle le béarnais. Alors vous voyez, c'est donc des éléments culturels importants, mais rendus au Gabon, on pense que tous les Français ont pour langue maternelle le français, mais rendu sur place en France, vous vous rendrez compte qu'il y a aussi des langues vernaculaires. Vous faites bien de prendre cet exemple parce qu'il y a moins d'un mois de cela, je crois que c'est à Strasbourg, où le maire de cette grande ville a pris une importante décision pour les habitants de Strasbourg, c'est celle de mettre de panneaux de signalisation, mais également des messages à la principale gare ferroviaire, c'est-à-dire que quand vous arrivez, ceux qui sont originaires de cette contrée de France là peuvent être orientés dans le patois même de cette la région. Voilà, de la région. Voilà. Donc c'est pour dire que même les Français, enfin même les Occidentaux que nous croyons aussi évoluer, font quand même un effort de conservation de leur patrimoine culturel. Et je pense que mon frère Privangomo n'a donc pas tort, lui, avec l'ensemble des autres initiateurs ou les autres inspirateurs de cette retrouvaille, de faire en sorte que le peuple écan aussi essaye d'enrayer le danger, sinon d'éradiquer le danger qui le guette, c'est-à-dire la disparition du patrimoine culturel franc. Et nous souhaitons qu'au niveau de la CEMAC ou au niveau de la sous-région, que d'autres peuples le fassent. Il y a déjà une avancée significative au niveau de certains pays, comme la République démocratique du Congo, que nous citons un exemple. Nous tous, vous et moi, nous aimons Faye Poupa, nous aimons Franco, nous aimons Kofi Olomide, nous aimons Pongolov, et pourtant, c'est des gens qui chantent dans une langue, le lingala, que nous ne comprenons pas, mais qui fait tellement bon à entendre, et nous chantons même certains airs de musique en lingala, sans pour autant que nous ne comprenions la signification de cette langue. C'est pour dire qu'il n'y a pas que l'élément linguistique, il y a bien d'autres aspects, la circoncision, avec ses différentes facettes. Donc c'est pour dire que c'est important qu'un peuple conserve son patrimoine culturel, mais maintenant, il appartient à ces peuples de convaincre les autres que la volonté de conserver sa culture n'a rien, ne présente aucun caractère dangereux pour la survie des autres peuples, pour la cohabitation avec d'autres peuples. C'est en cela que c'est important, parce que vous savez que les questions identitaires ont fait tellement de ravages en Afrique. Nous avons encore en mémoire l'exemple du Rwanda en 1994, et entre d'un côté les Hutus et les Tutsis. Bon, encore que les deux ne sont pas forcément des ethnies différentes, c'est comme si on disait chez nous les Ntumu et les Beti. Donc c'est des peuples qui se comprennent, qui sont presque ensemble, ou juste une différence d'appellation. Donc c'est pour dire que les questions identitaires ont fait des ravages, pas seulement au niveau de l'Afrique. Hein. Vous avez en souvenant la guerre de Yougoslavie, qui a fait tellement de ravages aussi, qui est récente. Et c'est pour dire que les Croates. Voilà, entre Serbes et Croates, et parfois même la culture musulmane. Il y a eu donc cette guerre-là. Et c'est pour dire que la volonté de conserver son patrimoine culturel doit aller de pair avec les assurances données aux autres peuples, au niveau du Cameroun, au niveau de la Guinée équatoriale, parce que la Guinée équatoriale, c'est vrai, c'est 98% de francs, mais il y a quand même des autres peuples, notamment les Kombé qui sont là-bas. Au Gabon, on parle de 40, 45%, on ne sait pas, aucun recensement peut-être pour les sensibilités politiques n'a donné le chiffre réel des francs, mais on tourne autour de 48, 49%. Et au Cameroun, on parle peut-être de 25, 30%, mais c'est quand même déjà des éléments démographiques assez importants au niveau de la sous-région, mais nous devons faire en sorte que d'autres soient rassurés par le fait. Vous avez au Gabon, par exemple, d'autres ethnies qui se regroupent en association, cela n'a jamais posé problème. Mais une fois, les camps veulent se regrouper en association, mais il y a toujours une réticence, et de la part des autorités, et de la part des autres ethnies qui se disent « Oui, mais pourquoi veulent-ils se regrouper ?» et tout. Alors qu'il y a bien d'autres ethnies au Gabon qui ont des grandes associations, qui se réunissent publiquement, ouvertement, mais pourquoi avoir peur
que d'autres se réunissent. Et Jonathan, voilà l'interrogation. Prévoit Ngomo a légèrement brossé la question. L'ouverture de frontières, janvier 2014, ça apparaît comme véritablement une bouée d'oxygène pour les peuples Ekan, ou dans la vision de la mise en place du festival Elarayon Ekan, c'est véritablement du pain béni. Oui, bon, du pain béni pour le peuple Ekan, mais beaucoup plus pour la sous-région. Non, bien sûr. Bon, oui, mais pour le peuple Ekan, sur cet aspect, d'accord, je vais vous répondre. Ouais. Ça apparaît comme du pain béni parce que vous avez, notamment au niveau de la sous-région, vous avez, comme il a bien cité, vous avez le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale qui sont déjà réunis. Et donc, si vous prenez l'axe Libreville et Ouesso au Congo, et vous prenez l'axe Yaoundé jusqu'à la province de l'Estuaire, ou ce qu'on a appelé autrefois la région de Bec-Canard lors de l'occupation allemande, jusqu'à Kokobich, mais je vous dis, en dehors du français, de Libreville jusqu'à Yaoundé, si vous enlevez les autres peuples qui se sont installés, vous parlez une seule langue. C'est la langue fan de Yaoundé à Libreville, en dehors du français. Et si vous prenez l'axe Libreville à l'ouest, jusqu'à Ouesso au Congo à l'est, vous parlez une seule langue. Donc, le fait que les frontières s'ouvrent, que nous n'ayons plus de visa, cela, moi, me permettrait d'aller tout bonnement à Ouesso au Congo, parler avec mes frères fonds du Congo. Et vous savez que ce qui fait la particularité du peuple Ekan, c'est que ce peuple n'a jamais eu honte de parler sa langue partout où on se trouve. Donc, c'est déjà un fait important de faire en sorte qu'on enlève les barrières qui nous séparaient jusque-là, que nous ayons la latitude d'aller partout où bon nous semble pour parler avec des frères. Prévan Ngomo, il y a aussi que ce festival Elarayon Ekan devrait ou doit ou permettre à ces peuples Elarayon Ekan de mieux se situer dans ce monde de globalisation. Finalement, vous vous dites, face à la globalisation, face à la mondialisation, qu'est-ce que nous, on peut apporter au monde ? Oui, c'est un aspect très important que nous avons intégré dans justement la dynamique de ce festival. Et je voudrais dire avant que ce qui, dans le paradigme politique, est considéré comme un repli identitaire, et semble être un aspect négatif, nous, dans un paradigme culturel, nous le considérons comme une quête identitaire. C'est différent. Et dans cette quête, nous voulons savoir qui nous sommes avant de pouvoir maintenant nous exprimer, de proposer ce que nous avons sur la table, justement. Cette table qui est le monde, la planète, et il faut participer à l'édification de la civilisation universelle. Mais qu'est-ce que nous mettons sur la table? Il faut déjà que nous sachions qui nous sommes. Et dans la démarche d'intégration culturelle que nous recherchons, nous participons d'une certaine manière à l'intégration régionale. Car au-delà des aspects culturels, les aspects socio-économiques vont naturellement voir le jour. Des aspects socio-économiques qui peuvent entraîner justement une politique plus efficace. Beaucoup de décisions sont prises souvent au plus haut niveau des chefs d'État, de très bonnes décisions pour les peuples. Mais il n'y a pas sur le terrain une activité. Avec le festival, peut-être que ces décisions-là vont pouvoir être exécutoires. Est-ce que vous voyez? Le visa, par exemple, pour nous, les Ekans, ce serait bien qu'il ne fût plus. Pouvoir quitter ici le Gabon, partir en Guinée équatoriale dans sa famille, sans visa, pouvoir quitter le Gabon, aller au Congo ou au Cameroun, comme il disait, mais c'est ce que nous souhaitons. Et quand vous aurez les échanges, d'accord, de personnes et de biens, eh bien, vous allez faciliter l'intégration culturelle et socio-économique de l'Afrique centrale. On a beaucoup de retard sur la CEDEAO, n'est-ce pas? Alors on dira, oui, chez eux là-bas, c'est des zones de Sahel, on peut facilement circuler, c'est le désert, ce n'est pas comme nous, la forêt dense, la forêt drue. OK. Bon, maintenant que nous avons la possibilité de passer sur des voies bitumées, donc de circuler, bon, qu'on nous donne la possibilité de le faire sans tracasserie administrative. Bien entendu, on renforce la sécurité à l'intérieur des pays, cela va de soi. Mais on laisse, pour ceux qui sont en règle, la possibilité de circuler facilement. Donc c'est important pour nous, cet aspect d'intégration régionale. Et c'est quand nous nous serons tous retrouvés que nous allons reconstituer justement notre tissu familial et notre histoire. Et c'est justement dans cette histoire que nous allons puiser des valeurs fondamentales et quand nous allons présenter au monde. Le Mvoroyon, par exemple, la question de l'immortalité, le respect des aînés, le débat contradictoire, la décision consensuelle sont des valeurs que nous pratiquons. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de pouvoir les formaliser et puis de les présenter au monde. Les mangas
c'est de la bande dessinée. Ça séduit les enfants. Pourquoi les dessins de Mveroyong, d'accord, ne pourraient pas être appréciés par un jeune japonais? Pour un jeune japonais, par exemple, à Komamba, si c'est par un héros qu'il a l'habitude de voir dans la bande dessinée, il est au même niveau que Goldorak, ou bien que Sangoku. Pour le jeune, c'est une image. C'est quand après il grandit qu'il se rend compte que, bon, le Gabon, c'est un petit pays d'Afrique centrale, et le Japon, c'est une grande puissance. Mais quand il est enfant, à Komamba, et puis Sangoku, c'est le même niveau pour lui. Donc nous pouvons proposer nos valeurs. Mais encore faut-il qu'on sache qui nous sommes. Et nous voulons savoir qui nous sommes à travers ce festival Elarayon Ekong. Et nous appelons justement les autres peuples du Gabon et même l'Afrique centrale à commencer à organiser ce genre de festival. Le peuple Téké se retrouve, autant que je sache, dans 3 pays. Le Gabon, le Congo, Brazzaville, le Congo-Kinshasa. Pourquoi ne pas faire un grand festival où, par exemple, on pourrait discuter du roi Makoko? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a apporté à ce peuple? Quel est l'héritage qu'ils peuvent préserver? Ce serait intéressant. Le peuple Nzébi également. Ils sont au grand guerrier Wango, dont la statue trône, je crois, à Lasturville. C'est très bien, la statue. Mais au-delà de la statue, il faut quand même que les jeunes Zébi sachent leur histoire. Ils sont au Congo, Brazzaville, ils sont au Gabon, et peut-être en Centrafrique, je n'en sais rien. Mais c'est aussi l'occasion, avec l'ouverture des frontières, de permettre que ces rencontres se fassent. C'est ainsi qu'on va faire l'intégration régionale de l'Afrique, pas simplement par des grandes décisions qui sont prises par les chefs de l'État. Merci Préven Gombo, merci Jonathan Tuntum. On est arrivé au terme de l'émission, une émission à forte connotation culturelle. Il s'agissait donc de parler de l'organisation prochaine de la première édition du festival Elarayon Ekong qui va donc s'organiser dans 2 villes du Cameroun, donc à Yaoundé et à Thiès aussi. On aura peut-être l'occasion, Préven Gombo, d'ici là de revenir sur ce festival. En tout cas, il s'agit bien sûr pour les Ekong de préserver leur patrimoine culturel, mais surtout de faire en sorte que les nouvelles générations qui appartiennent à ces grands ensembles-là, communautaires au niveau de la sous-région Afrique centrale, eh bien, se réapproprient leur histoire. Merci et bonne suite des programmes sur Télé Africa.